Salam alaikum Azzoul Filaoun, bonsoir. Cette semaine, l'actualité algérienne a été marquée par les déclarations du colonel Abdoulaye Maïga, ministre malien et porte-parole du gouvernement malien, lors de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Abdoulaye Maïga s'en est pris vertement à l'Algérie, qu'il a notamment accusé d'héberger des terroristes. Des accusations graves qui ont fait réagir Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères algérien. Dans un déni total de la réalité, le chef de l'État, Al-Majid Tebboune, a installé cette semaine la Commission nationale de révision des codes communaux et de wilaya, avec à sa tête Dahou Ould Qabilia, 91 ans, ancien ministre de l'Intérieur de 2010 à 2013. Quel est le sens qu'on donne à nos jeunes par cette nomination et la façon dont on gère le pays? Le chef de l'État, Al-Majid Tebboune, 79 ans, Saïd Chingriha, le chef d'état-major, 79 ans. Saleh Goudji, le président du Conseil de la Nation, 93 ans. Le général Ben Ali, le commandant de la garde républicaine, 94 ans. L'Algérie, un pays jeune, dit-on, mais dirigé par une gérontocratie. Et pourtant, la jeunesse algérienne a toujours été au cœur des événements qui ont marqué notre mémoire collective. L'histoire, ce ne sont pas seulement les faits, mais les leçons que l'on tire. Les événements du 5 octobre 1988, la révolte qui a changé le cours de l'histoire de notre pays. De l'avis de plusieurs observateurs à l'époque, ces événements n'étaient pas un simple accident de l'histoire. Le pays, sous l'emprise d'un système autoritaire fondé sur la pensée unique, bouillonnait depuis déjà plusieurs années avant cette date. Octobre 88 survient en effet après une série d'autres révoltes de grande ampleur ayant éclaté dans plusieurs régions du pays dès le début de la décennie 80. C'est une des étapes les plus marquantes de l'histoire de l'Algérie post-indépendante. Des événements douloureux, mais qui ont ouvert une grande brèche pour la renaissance de l'espoir. Certains l'appellent le printemps démocratique, d'autres préfèrent le nommer printemps algérien. Dans tous les cas, ce n'est pas un chahut de gamins. Il s'agit de la révolte d'octobre 1988, dont nous commémorons aujourd'hui le 36e anniversaire. Mais dans un silence assourdissant. Il n'y a point d'activité ou d'action rappelant aux Algériens ce tournant historique qui a permis au pays d'entrer dans une nouvelle ère. La fin du système du parti unique et l'avènement du pluralisme. Cependant, la date reste toujours gravée dans les mémoires de la collectivité. Elle rappelle à tous une constante chère aux Algériens, la liberté, et quel qu'en soit le prix. 10 ans après les événements d'octobre, aujourd'hui, le sentiment qui domine en Algérie est celui d'un rêve contrarié. Les acquis d'octobre 88 ont survécu plus ou moins aux années noires, mais ils ont ensuite été graduellement remis en cause, voire enterrés. Et ce, notamment depuis Abdelaziz Bouteflika, jusqu'à l'arrivée de Al-Majid Tebboune et l'avènement de l'Algérie nouvelle. Nous sommes toujours en présence d'un régime sans légitimité et d'un peuple sans souveraineté, malgré un Hirak pacifique en 2019 qui a secoué les fondements d'un système en fin de vie. Depuis l'avènement de M. Tebboune à la tête de l'État, ou plus précisément depuis l'avènement de l'Algérie nouvelle, les conditions de vie de nos concitoyens n'ont jamais été aussi dures. Le bilan est catastrophique, aucune réforme structurelle ni modèle économique nouveau, un État dont la seule mission est de criminaliser l'action politique et la vie associative et d'empêcher par la violence et la répression toute vue autonome en dehors de ce même système. Sur le plan des droits de l'homme et des libertés, une attention urgente doit être accordée à la situation actuelle de restrictions légales et de poursuites judiciaires à l'encontre d'individus et d'associations en Algérie, a déclaré l'expert des Nations Unies. L'Algérie doit ouvrir l'espace civique et laisser les voix critiques s'exprimer. Les manifestants du Hirak, qui ont fait preuve d'un esprit civique remarquable, donnant l'exemple au monde sur la conduite de manifestations pacifiques, a déclaré M. Woul. Une Algérie nouvelle vide de sens qui inquiète au plus haut niveau. Sommes-nous en train de reproduire les mêmes causes qui ont mené aux événements d'octobre 88? L'histoire, ce ne sont pas seulement les faits, mais les leçons que l'on tire. Nous débattrons avec nos invités
de toutes ces questions, juste après cette petite intro. Octobre 1988, le rêve brisé d'une jeunesse. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Dr Karim Naïtou Slimane, enseignant, chercheur et militant politique. Il est avec nous depuis Skype depuis Paris, via Skype. Dr Karim Naïtou Slimane, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nassar, merci pour l'invitation. Salutations fraternelles aux téléspectatrices et aux téléspectateurs d'Al-Mara et Bia. Et puis salutations aussi d'avance à vos invités. Merci beaucoup, Dr Karim Naïtou Slimane. On aura aussi le plaisir d'accueillir Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire. Il sera avec nous depuis Alger par téléphone, mais aussi on aura le plaisir d'accueillir M. Karim Tabou, opposant politique. Il sera avec nous depuis Alger par téléphone et je pense que Karim Tabou est avec nous. Karim Tabou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Nassar, merci de l'invitation. Mes salutations aux invités et à nos téléspectateurs, qu'ils soient en Algérie ou à l'étranger. Merci beaucoup, Karim Tabou. On aura aussi le plaisir d'accueillir le Dr Mohamed Lamine Chiban, médecin militant politique. Il sera avec nous depuis Chorfa, dans le Bouira, donc depuis le Bouira, par téléphone. Il sera avec nous depuis Chorfa. Karim Naïtou Slimane, je vais commencer cette émission avec vous, bien sûr, et bien sûr, on va donner la parole après à Karim Tabou, et qu'on est très content d'avoir dans cette émission. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu, bien sûr, surtout par rapport à la situation que vit notre pays. Certes, aujourd'hui, c'est un rappel historique des événements d'octobre, 36 ans après, donc ces événements qui ont marqué l'histoire de notre pays. Karim Naïtou Slimane, d'abord un petit aperçu par rapport à cette date. J'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, donc le 5 octobre 1988? Écoutez, je pense que le titre de l'émission est très pertinent à ce propos. C'est un rêve brisé. C'est une commémoration d'un rêve brisé, d'un empêchement de plus de cette jeunesse, de ce peuple qui est empêché, que malheureusement le pouvoir en place depuis 62 empêche, réprime, en utilisant tous les moyens de répression, à la fois physiques, morales, juridiques, intellectuels. Tous les moyens ont été utilisés pour empêcher ce peuple d'avancer. Je rappelle qu'en 88, le peuple à l'époque était vraiment aligné sur le mouvement de l'histoire, parce qu'une année après, c'était la chute du mur de Berlin, et donc il y avait tout un mouvement mondial de démocratisation, de libéralisation de la vie publique, de la vie politique. En Algérie, le peuple était au rendez-vous. Après avoir vécu sous la domination d'un parti unique depuis l'indépendance, en 88, les Algériens, avec le cumul des luttes qu'ils ont eues, ont été prêts en réalité pour aller accompagner ce mouvement mondial, pour aller vers un changement démocratique, pour aller vers une société ouverte. Mais malheureusement, nous avons vu que ce mouvement a été réprimé. Alors ce mouvement a été trahi deux fois. La première fois, c'était évidemment la répression sanglante du mouvement. Et puis par la suite, c'était par la manipulation et le traficotage politicien qui a suivi, c'est-à-dire cette fausse ouverture qui a mené sur un multipartisme de façade,
et qui par la suite a ouvert la porte à la catastrophe qui allait suivre. C'était celle de la décennie noire, bien sûr, et une transition, une ouverture dans une société maintenue sous le joug de la répression pendant des décennies ne peut pas s'ouvrir comme ça de manière irréfléchie. Donc ça a été fait, c'était des apprentis sorciers, ils avaient donné des agréments à des partis sans mesurer l'impact que ça allait produire sur la société, sans à respecter la durée nécessaire pour vraiment asseoir les bases d'une démocratie, d'une société politique réelle. Et puis, donc, ils sont allés aux élections et lorsqu'ils ont vu de quelle manière le peuple s'était exprimé, et bien tout simplement, ils ont refusé de suivre la volonté du peuple, et ce qui montre que leur ouverture n'était pas sincère. Et en réalité, ça a débouché par la suite, on connaît tous la suite, c'est un drame, une tragédie nationale. Alors, je pense qu'on n'a pas le temps d'aller en long et en large sur les tenants et les aboutissants et les conséquences de tout ça. Mais en tout cas, les Algériens ont reçu un choc qu'ils ont vécu dans leur chair, d'abord la répression, puis par la suite la manipulation, et ensuite le déni de démocratie, c'est-à-dire le refus de la souveraineté populaire, et par la suite, c'était la guerre civile, et tous ces centaines de milliers de victimes, et depuis, malheureusement, l'Algérie ne s'est pas remise de ce traumatisme. Moi, personnellement, je pense que la société algérienne actuellement est une société qui vit un post-traumatisme très sévère, très grave, et jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore sortis du cercle de la violence qui vient toujours du pouvoir, évidemment. Nous ne sommes pas sortis de cette violence, on l'a vu d'ailleurs, ça s'est confirmé avec le Hirak, qui a été un mouvement 100% pacifique, mais malheureusement qui a rencontré une répression très très vicieuse, très perverse de ce régime, et qui actuellement a débouché sur le verrouillage total et absolu de l'espace public. Voilà. Donc, très bien. Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Voilà. Très très bien. Reste avec nous, Dr Karim Naïtou Slimane. Karim Tabou, la question est à vous, bien sûr. 36 ans après donc les événements d'octobre 88, des événements qui ont marqué l'histoire de notre pays, d'abord par le soulèvement de la jeunesse algérienne. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces événements? Bien sûr, on va aller peut-être aussi plus au détail par rapport à la situation que vit notre pays. 36 ans après, quel est votre sentiment, Karim Tabou? Enfin, ce fut un printemps qui s'est produit au milieu d'un automne particulier de l'année 88. Je pense, quand on évoque le 5 octobre 88, beaucoup de choses nous viennent à l'esprit. La première est que sur le plan émotionnel, à chaque fois, nous avons le devoir moral d'avoir une pensée particulière, des hommages très appuyés pour toutes les victimes des événements de 88, soit celles qui sont mortes ou celles qui gardent de nos jours les séquelles, les traumatismes des événements de 88. Donc sur le plan émotionnel, ça nous fait un rappel et puis un sentiment d'événements dramatiques, mais qui ont laissé des séquelles indélébiles. Sur le plan, disons, politique, les espoirs nés des événements de 88 et qui devaient naturellement consacrer la fin du parti unique et l'entrée dans l'ère nouvelle du multipartisme, un multipartisme qui devait être tout simplement l'expression des opinions politiques, des opinions populaires. Après, il fallait mettre de son côté tous les éléments qui devaient rendre irréversible la démocratie. Rendre irréversible la démocratie, c'est tout simplement laisser dans l'exercice des libertés se former le champ démocratique. Le champ démocratique, c'est un ensemble. C'est d'abord une ambiance dans la société, et donc il fallait libérer les énergies, libérer les espaces, libérer la parole, libérer la pensée.
Et puis, tout naturellement, dans une dynamique démocratique, se crée un champ pluriel, un champ d'abord de la différence, de la pluralité et des pluralismes. Et puis également un champ intellectuel, un champ artistique, un champ politique, un champ scientifique, etc. C'est le tout qui forme le champ démocratique. Malheureusement, le parti unique, le système du parti unique, ancré dans le fonctionnement de l'administration, dans le fonctionnement des institutions, dans la nature du pouvoir politique, mais surtout des rares personnes qui ont subi tout cela. Bien sûr que finalement, on a bien compris que le pouvoir a manœuvré parce que il n'était pas totalement ouvert, totalement consentant de cette ouverture promise et de cette ouverture que le peuple algérien avait proclamée lors des événements de 88. Il y a également un autre aspect qu'il faut le rappeler à chaque fois, même avec cette distance en termes de temps, c'est que tous les responsables des crimes commis sans rester impunis, en bénéficier de l'impunité. C'est une des preuves d'ailleurs que, au fait, le 5 octobre n'a pas abouti à l'avènement d'une justice indépendante, d'un État démocratique, etc. Donc, au fait, après, le système du parti unique a préféré manœuvrer pour essayer de trouver les moyens de se maintenir, et on a eu la conséquence. La conséquence est que depuis les maigres acquis démocratiques consacrés dans la Constitution du 23 février 1989 en termes de possibilité de créer une association, possibilité de créer un parti, possibilité de créer un journal, et toute l'ambiance qui a suivi tout cela a été vite refermée, la parenthèse a été vite refermée, parce que le pouvoir politique, les vrais décideurs avaient bien senti la menace, et la menace, c'est la menace de la démocratie, et la démocratie constitue pour eux une menace, et ils ont donc recouru, comme ils le faisaient par le passé, d'abord à la répression, à la violence, et puis à la manœuvre politicienne. La manœuvre politicienne, vous l'avez bien vu, que d'abord, dans la mise en place des partis politiques, il y a eu beaucoup de manœuvres. Il y a eu beaucoup de vrais partis, de faux partis. Et il y a beaucoup de vrais journaux et de faux journaux. Et à partir de là, le choix a été fait. Et donc, le bras de fer se situait à quel niveau? Il ne se situait pas entre les courants politiques tels que certains ont voulu le présenter. Le bras de fer ne se situait pas entre les régions comme certains également, d'autres ont voulu le présenter. En fait, le bras de fer se situait à ce niveau qui est le suivant. Entre ceux qui considéraient qu'il fallait tout mettre pour rendre irréversible la démocratie, quitte à faire un certain nombre de concessions, quitte à accepter un niveau de concessions à accorder les uns aux autres. Le plus important était de rendre irréversible la démocratie. Et de l'autre côté, il y a le pouvoir et ses supplétifs qui trouvaient tous les prétextes possibles pour essayer d'abord de disqualifier le jeu politique, le présenter aux yeux des Algériens comme étant finalement la source de la crise alors qu'il devait être la source des solutions, et qu'on a voulu discréditer le jeu politique par la multiplication de faux partis, de fausses choses, de la contrefaçon politique pour essayer de donner une image aux Algériens. Finalement, on pouvait bien amender les choses dans le parti unique, et vous voyez très bien que le multipartisme, que la politique, que les partis, c'est eux qui ont encore compliqué la vie des Algériens. Donc, il fallait donc se situer d'un côté ou de l'autre. D'un côté, ceux qui essayaient de rendre irréversible la démocratie, et ils ont bien compris que l'enjeu était
la démocratie, les droits de l'homme, les élections libres, le choix populaire, la justice indépendante, les libertés, etc. Et les autres qui étaient beaucoup plus dans la manœuvre, qui tantôt essayaient d'utiliser les petites animosités, les petits clivages qui peuvent exister entre un courant politique et un autre. Et tout a été manigancé, tout a été manipulé pour essayer de dire que finalement, les Algériens ne sont pas mûrs pour la démocratie et les Algériens ne peuvent pas coexister de par leurs différences et donc voilà, annulons tout et revenons à la logique du système qui était en permanence la gestion par la violence, la gestion par le coup d'État, la gestion par la surveillance permanente de la société. Et finalement, de nos jours, nous pouvons regarder par rétroviseur et nous allons nous constater très clairement que malgré la multiplication d'élections depuis le coup d'État de 91, eh ben, au fait, les élections ne sont qu'une façade. En fait, il n'y a aucune élection n'a consacré l'alternance. Toutes les élections sont faites pour le maintien du pouvoir. Tous les journaux qui sont restés en surface de la scène médiatique aujourd'hui sont pour le pouvoir. Tous les partis politiques qui sont présents maintenant sur la scène, on n'a laissé que ceux qui sont d'accord pour le pouvoir et on comprend très bien que finalement le pouvoir n'avait pas de volonté d'aller vers la démocratie, bien au contraire, il a manœuvré contre la démocratie et lorsqu'il a arrêté les élections en 91, ce n'est pas pour sauver la démocratie, c'était pour tuer la démocratie, pour mettre fin au rêve démocratique dans ce pays. Très très bien. Restez avec nous, Karim Tabou. On va revenir bien sûr sur les élections, les dernières élections présidentielles du 7 septembre, mais aussi la situation que vit notre pays à l'échelle intérieure, à l'échelle extérieure. On a été rejoint par le docteur Mohamed Lamine Chibane, médecin et militant politique. Il est avec nous depuis Chorfa, donc dans la région de la wilaya de Bouira, par téléphone. Je ne sais pas si docteur Mohamed Lamine Chibane est avec nous. Docteur? Oui, أنا معك سي ناصر. مرحبا بك docteur, merci. Très très bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. مرحبا بك docteur. Docteur Lamine Chibane, 36 ans après donc les événements du 5 octobre, peut-on parler donc d'un rêve brisé d'une jeunesse, puisque la jeunesse algérienne était au cœur de ces événements qui ont voulu qu'il y ait un changement. Il y avait une petite ouverture en 89 avec le multipartisme, avec la nouvelle constitution, mais tout de suite, cette brèche a été fermée, comme l'a dit notre ami Karim Tabou. Quelle est votre réaction, Dr Mohamed Lamine Chibane? Auparavant, donc heureux d'être parmi vous et je salue vos invités et tout le plaisir est pour moi. Et je salue toutes celles et tous ceux qui aspirent à la dignité, à la justice, à la démocratie. تحية إلى كل شرفاء وأحرار الجزائر وأصحاب الكرامة. Et sans oublier, faut penser au génocide des Palestiniens à Gaza. Et honte à ces dictateurs arabes qui nous ont humiliés. Honte à ces dictateurs arabes qui nous ont trahis pour garder leurs privilèges et leur trône. Enfin, je m'incline devant les martyrs Shuhada octobre 88, le 5 octobre 88 et le 22 février 2019, deux dates inoubliables. Le peuple s'est réveillé pour réclamer sa dignité. Il s'est réveillé pour réclamer sa liberté, pour dénoncer les corrompus, les imposteurs, les voleurs. Alors, Chadli avait reconnu, Allah yarhamou, il a eu ce courage de reconnaître sa responsabilité quant au massacre d'Abel-Oued. Il y avait plus de 500 morts, selon des sources, plus de 500 morts. Alors, il y a eu effectivement le limogeage du général Mejdoub Lekhalayat, qui était le patron de la sécurité militaire, mais derrière lui, tout le Sahraï était présent, aucun Mazel Aïch. Et alors là, selon le président de l'amicale des Algériens en Europe, en France, c'était un chahut de bombes, un chahut de gamins. هذا هو الكلام اللي قالوا le président de l'amicale du FLN, bien sûr, ce parti unique, ce mal unique.
Alors, il y a eu cette chute du parti unique, mais comme l'a si bien dit, c'est Karim Tabou, que je salue, mais c'était une supercherie. Alors, ils ont parlé d'association à caractère politique. Ils n'ont même pas eu le courage de dire la création de partis politiques. Association à caractère politique. Alors, il y a une valeur qu'il ne faut pas perdre pour aucune raison au monde. C'est la dignité. Et le peuple algérien, il rit à la dignité. Alors, il voyait l'enrichissement voyant et très rapide de ces cadres de l'État de l'époque. Le train de vie, les privilèges réservés aux ambassades, aux consulats, aux représentations à l'étranger. Honoré de Balzac disait, derrière chaque grande fortune se cache un grand crime. C'était des criminels qui étaient à l'époque. Ces gens, alors, ont subi, ces jeunes plutôt, ils ont subi, l'autoritarisme, l'absence de justice sociale, l'apparition d'une forme de prédateur dans la seule... Docteur Mohamed Lamine Chibane, juste pour essayer de comprendre ce que vous êtes en train de dire, surtout il y a beaucoup de jeunes peut-être qui n'ont pas vécu ces événements, on va essayer de mettre donc le contexte aussi de ces événements, ce qui s'est passé exactement. Et on va vous faire montrer le discours de Chadli Benjedid, Rabbi Yarhamou. Donc, on regarde juste cette vidéo, je reviens vers. حل يكمن في معالجة مشاكلنا بهدوء وطرح القضايا بكل موضوعية. اعتقادي بهذا الأسلوب نعالج مشاكلنا وسوف نواجه كل الصعوبات السياسية والاقتصادية بهذه الإصلاحات وبالأخص الإصلاحات السياسية. Ça, c'était le discours de Chadli Benjedid, Rabbi Yarhamou, mais aussi, on se rappelle de ces déclarations de Khaled Nezzar. On va les écouter. Donc, l'état de siège a été déclaré par le président et il m'a désigné responsable pour Alger. Dans des normes bien réglementées, à savoir on ne tire pas pour tuer, on tire pour faire disperser, on désigne le chef désigne une arme, tire dans les jambes, après avoir donné des formations, pour faire disperser les gens, c'est tout. Le malheur, c'est que les gens, la troupe qui n'avait pas l'habitude au maintien de l'ordre, tiraient soit par terre, soit en l'air. Et c'est là où ça fait le plus de dégâts. خالد النزار يكذب كذاب معروف كذاب. هو حاب يدافع على راسه، يدافع على روحه. ما كانت أي سيارة مشات والناس فيها وقصوا على الناس وجاعوا على الناس، ما كانش منها نهائي تماما. ومام خديري الله يرحمه قال لهم خديري تاني، قال لهم هذه الحكايه تاعك، الحكايه تاع النصار هذه تاع سياره فيها الناس ما كانش نهائي. دونك في هذا الامر هذا يظهر لي حاب يهرب برك. خالد النصار معروف بالشيء هذا على كل حال، كذب نورمال كيما كذب على علي بن الحاج. احنا بالنسبه للشرطه الاسلاميين ما عندهم حتى دخل في القضيه هذه تماما خلاص. في 5 اكتوبر خاطيهم خلاص الاسلاميين. وخالد النزار يزيد يكذب ويقول كان علي بن الحاج تما، وسمعنا رصاصه واحد من احباب علي بن الحاج الى تيري. سي فو، يكذب سي فو. ما كانش واحد صاحب علي بن الحاج اللي تيرا، ما كانش نهائي. واللي هو شكون اللي تيرا شفتوه ما شفناش، ما حكمناش لا بال لقيتوها ما لقيتوش. هذه هو اللي يقولها. حنا مصالح الامن، حنا لا بوليس ما كانش بوليسي، كان بزاف في الليل ما كانش بوليسي. سمعنا واحد من اصحاب المانيفيستاسيون جبت السلاح ولا يتيري، خلاص قالك ولا يتيري، ما كانش من هذه نهائي. Donc l'état de siège a été déclaré. Khaled Ziari, donc on a entendu Khaled Nezzar, mais Khaled Ziari aussi qui était cadre au sein de la DGSN, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, dans ses témoignages. Je reviens vers vous, donc Dr Mohamed Lamine Chibane. C'est la DGFN, DGFN. Oui, je salue Khaled Ziari, justement. Et en parlant de Ali Ben Haj, c'était un professeur d'un collège. Le courant islamique. Le courant islamique, c'était Cheikh Mahfouz Nahlah. C'est pas lui qui va rassembler tout ce monde, sincèrement. Ces jeunes ont subi l'autoritarisme, qui est l'absence de justice sociale. Ils voulaient
condamner la dilapidation des biens publics, le système corrompu. Mais et puis d'ailleurs, Hussein Aït Ahmed, le chef historique de la Révolution, vient entre moi et ce personnage que vous avez ramené, qui a dit on a donné ordre de tirer par terre ou je ne sais quoi, c'est un fleuve de sang qui me sépare entre moi et lui. Et puis il a dit encore, si Aït Ahmed, je ne vais pas cautionner leurs crimes. Alors, quant à Hadi al-Khadir, il avait totalement raison, lui qui était patron de la DGSN. Sauf si Nasser, cette jeunesse, elle était assoiffée de changement. En face d'un système qui était réellement hermétique. Sauf, vous pouvez tromper Abraham Lincoln Nicole, vous pouvez tromper quelques personnes tout le temps. Vous pouvez tromper tout le monde d'un certain temps, mais vous ne pouvez tromper tout le monde tout le temps. Donc, واش تمثلوا بينا تهرفوا فينا الشعب n'est pas dupe, الشعب n'est pas candide, الشعب راه ناضج en fait quand حز السلاح. Alors Albert Camus يقول si l'homme échoue à concilier la justice et la liberté, alors il échoue à tout. هذا النظام هذا في ذاك الوقت كان نظام متسلط، كان نظام يسرق، كان نظام مزور. هذا كان واقع خلى الشباب أكثر من 500 sans compter les tortures. Il n'y a pas eu réellement d'enquête. Il y a eu des tortures et personne n'en parle. Il faut penser à ces jeunes qui ont été torturés durant les années 88. ابقى معنا الدكتور محمد لامين شيبان. Karim Naïtou Slimane, je reviens vers vous, Karim Naïtou Slimane, puisque docteur Mohamed Lamine Chibane a parlé aussi du témoignage de Aït Ahmed Rabbi Rahmou. On va l'écouter dans ce passage. Aujourd'hui, si j'avais à faire un appel, ce serait au pouvoir, aux hommes du pouvoir, de leur dire ne touchez pas à la chair de votre chair. Cette génération-là, elle a un dynamisme extraordinaire. Vous avez pour devoir, vous n'avez pas seulement que des droits sur cette société, pour devoir de permettre à ce dynamisme de s'exprimer d'une manière positive dans le développement du pays. Et cela ne peut se faire que par l'établissement d'une vie politique normale, par le rétablissement des libertés démocratiques. Il faut que cette jeunesse trouve des canaux d'expression, il faut qu'elle se sente responsable, qu'elle participe, et c'est de cette manière qu'elle peut devenir majeure. C'est elle qui doit prendre les rênes du Karim Naïtou Slimane, Aït Ahmed Rabbi Rahmou, bien sûr, quand on revient sur ces événements d'octobre 88 qui ont marqué notre pays, bien sûr, le constat est amer par rapport à ce qui s'est passé après. On a tout de suite fermé cette parenthèse de liberté qui s'est ouverte. Il y avait une certaine liberté. Il y avait aussi les médias donc une multitude de médias. Il y avait des multipartismes. Les Algériens espéraient que la page a été tournée, la page du parti unique. Mais malheureusement, on a vu ce qui s'est passé dans les années 90. Il y a eu les événements du printemps berbère, donc en 2001, dans la Kabylie. On a vécu aussi donc jusqu'à 2019. Pour beaucoup d'Algériens, ces événements marquent un peu la déception, si on peut dire, Karim Naïtou Slimane. Il y a déjà des points très très importants à retenir de ce rappel d'octobre 88. Le premier point, et c'est un point capital, c'est que l'armée algérienne, contrairement à ce qu'on entend un peu partout, n'hésite pas à tirer sur les Algériens lorsque le pouvoir est menacé. On le voit lorsqu'on se rappelle des événements d'octobre 88 et évidemment, on le constate encore une fois en Kabylie en 2001 où la gendarmerie nationale, un corps de l'armée, a tiré sur des jeunes, sur des manifestants et a tué plus de 128 victimes. Donc ça, c'est un constat. On n'est pas encore dans l'analyse. Là, on est au niveau du constat. Pourquoi c'est très important de retenir ces points? Pourquoi? Parce que
tout de suite après 88, une fois qu'il y a eu cette fausse ouverture politique, ce multipartisme de bazar, où les partis, où les tendances idéologiques qui étaient réellement présentes dans la société algérienne ont été clonées à l'infini. Ont été clonés à l'infini pour créer vraiment, non pas un multipartisme, mais une multitude, une infinité de partis, d'ailleurs qui est restée jusqu'à présent, mais de coquilles vides, c'est-à-dire des partis qui ne sont pas représentatifs de la société, qui n'ont pas de base réelle. Pourquoi? C'était pour invisibiliser les vrais partis qui, eux, reposaient sur des fondements idéologiques et des projets politiques réels et qui, surtout, avaient une assise au sein de la société. Et donc, lorsqu'il y a eu cette fausse ouverture, lorsqu'ils ont organisé des élections dont le résultat ne correspondait pas à ce qu'ils escomptaient, ils ont tout simplement mis fin au processus démocratique. Ils ont refusé d'accepter la décision des urnes. Et pour cela, ils ont dit que c'était pour sauver la République et que les islamistes à l'époque avaient menacé d'utiliser la violence. Alors qu'en 88, c'est pour ça que j'ai commencé par rappeler ces faits, en 88, il n'y avait pas eu de violence islamiste. Et c'est encore plus vrai en 2001, lorsque les jeunes de Kabylie sont sortis pour une dignité, une justice sociale, pour une citoyenneté complète et achevée, pour réclamer les droits citoyens, ils ont été réprimés dans le sang, alors qu'il n'y avait pas de menace djihadiste. Cela pour dire que ces manipulations politiciennes qui viennent à chaque fois, qui ressortent à chaque fois pour brouiller la réflexion sur la situation réelle de l'Algérie et des vrais enjeux de la scène politique actuelle, la scène politique en Algérie actuellement, relèvent toujours de la manipulation pour empêcher le vrai débat. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, 88 nous rappelle que, malheureusement, et nous avons vu ça pendant le Hirak, malheureusement, l'armée n'est jamais loin du pouvoir et intervient toujours pour sauver le pouvoir, pour sauver le régime lorsque celui-ci vacille. Nous l'avons bien vu en 2019, lorsque la façade politique de Bouteflika, à qui on accordait une force énorme à l'époque, tout le monde disait que la présidence avait son poids et qu'une partie, ne serait-ce qu'une partie du pouvoir de l'armée avait été neutralisée pendant le règne de Bouteflika, alors la présidence avait vraiment du pouvoir. Et donc, lorsque le peuple était sorti dans la rue pour contester ce pouvoir, et lorsqu'il avait réellement secoué et fragilisé ce pouvoir, l'armée n'a pas hésité à intervenir par la voix de l'état-major de l'époque, Feu Gaïd Saleh, pour prendre les rênes physiquement de l'espace politique et imposer aux Algériens une feuille de route qui n'était pas la leur, parce que les Algériens réclamaient une transition démocratique et l'état-major nous avait imposé des élections faussées comme d'habitude et dont le résultat catastrophique, nous le vivons toujours actuellement. Donc, lorsqu'on parle de l'Algérie, de la politique en Algérie, il faut absolument comprendre que les partis, en dehors de quelques personnalités charismatiques et en dehors de quelques tendances idéologiques réelles dans la société, tous les partis qu'on voit, en réalité, n'ont aucun rôle politique, sauf le rôle de figurant pour couvrir le véritable pouvoir, les véritables agissants et agisseurs qui agissent et qui agitent la scène politique, toujours dans le sens de leurs intérêts et non pas dans le sens
des intérêts du peuple et surtout de la nation et de l'État. Et d'ailleurs, on le voit actuellement, la folie et l'incompétence de ce pouvoir réel actuellement est en train de menacer la pérennité de l'État. Très très bien. Restez avec nous, Dr Karim Naïtou Slimane. Karim Tabou, la question qui a été bien sûr soulevée par Karim Naïtou Slimane, les vrais enjeux de la situation politique du pays. J'aimerais avoir votre analyse de la situation actuelle que vit notre pays, parce que, bien sûr, l'Algérie a connu des événements qui ont secoué le système. Mais malheureusement, le système a toujours réussi, si on peut dire, à fermer. Donc, cette brèche qui a été ouverte par le peuple algérien, on a parlé de octobre 88, mais aussi on peut parler du février 2019. Comment vous voyez les choses évoluer, Karim Tabou, bien sûr depuis 2019, puisque le régime a toujours fait croire que sans l'armée, le pays disparaîtra. Karim Tabou? Je pense qu'on a un petit souci avec le Karim Tabou. Mohamed Lamine Chibane, je ne sais pas si vous avez entendu la question, espérant que Karim Tabou, on va essayer de régler le problème du son. Oui, je vous entends. تفضل سي دكتور محمد لامين شيبان تفضل. شوف سي ناصر, si j'ai un mot à dire, il faut à ce système cesser de vendre des chimères à ce pauvre peuple, cesser de lui vendre des illusions. Sachez que sans liberté, point de renaissance, point de richesse. شوف نجيب لك ce qui s'est passé outre la page تاع la fondation Boudiaf. جلال اليابس ربي يرحمه qui est un grand sociologue, هو ومحمد بوخبزة, et d'ailleurs Mohamed Boudiaf ربي يرحمه, il avait chargé Gilal Iliabs, qui était donc le président de l'Institut des études stratégiques globales, de faire toute une enquête sur le dossier, sur le social, sur l'économie, sur la corruption. D'ailleurs, il a fait son travail. Gilal Iliabs. Et il a constaté qu'il y avait des pressions de dos. Et en l'occurrence, le général Al-Arabi Belkhir, en lisant le texte, le rapport final de Gilal Iliabs, Gallou retirer le passage de la corruption pour raison d'État. Pour raison d'État. Donc oui, il a refusé de retirer ce passage. C'était un homme intègre, Gilal Iliabs, c'est que dans un social, un immeuble social. Bon. Alors, il avait rapporté ce qui s'est passé à son ami Mohamed Boukhebza. Comme par hasard, les deux, ils ont été assassinés. Qui Mohamed Boukhebza, qui Gilal Iliabs. D'ailleurs, c'est à l'université, je pense à Sidi Blabès ou là. Donc, ce que nous constatons réellement, l'Algérie, elle est classée deuxième position des nationalités et ont demandé un grand nombre de visas Schengen. C'est le site Visa Schengen Info. Les Algériens karhou, les Algériens habou, yhrbou. En même temps, les partis d'opposition, ils sont marginalisés. Et ils sont perçus comme de potentiels fauteurs de troubles. Nous attendons le discours qu'ils le mettent. Tebboune, une fois élu, je lance la perche, il a créé. Nous attendons qu'ils prennent attache avec l'opposition crédible et véritable qui existe en Algérie. Mais quand nous perdons le droit, nous, d'être différents, qui m'appelle à Charles Evans, quand nous perdons le droit d'être différents, nous perdons le privilège d'être libres. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas construire notre pays, notre cher pays, en empêchant les Algériens de s'exprimer librement. Nous sommes des citoyens libres, nous ne sommes pas des sujets. La liberté n'a aucun sens, lorsque le droit d'exprimer ses pensées, ses opinions n'existent plus. وداير مسكين عانات ما عانات كي هي كي غادي يعان وما كانش وين نقدروا نتكلموا احنا عندنا الحق باش نتكلموا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرار une population qui n'a pas le droit de s'exprimer
s'exprimer librement et pacifiquement, subhanallah. Même pour manifester, pour soutenir cette population. Le dialogue, nous y croyons, le dialogue est important, mais il faudrait que l'État, il faudrait que le pouvoir, il faudrait que le sage de ce système sache une chose, qu'il faudrait dialoguer avec les véritables représentants du peuple algérien. Mouche avec ceux qui cautionnaient Bouteflika, ceux qui cautionnaient durant 20 ans que nous sommes Bouteflika avec tout ce qui s'est passé comme corruption, comme Issaba, comme tout cela, et maintenant ils sont les premiers, ils sont devant de la scène en soutenant Tebboune. Monsieur Tebboune, je vous lance un appel. Prenez attache avec les hommes libres, les hommes réellement qui veulent l'intérêt du pays. Voilà ce que je peux lancer. Très bien, restez avec nous, docteur, puisqu'on a rétabli la communication avec Karim Tabou. Karim Tabou, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis là, je vous entends, je vous écoute bien. Très très bien. Désolé, on vous a perdu un petit moment. Karim Tabou, l'intervention de Karim Naïtou Slimane, mais aussi du docteur Mohamed Lamine Chibane, parle des enjeux de la situation politique que vit notre pays. Ces enjeux ne sont pas seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Des défis sécuritaires. On l'a vu cette semaine aux Nations Unies, le représentant malien a même accusé l'Algérie d'héberger donc des terroristes. Mais quand on parle de la situation politique du pays, Karim Tabou, souvent le régime, il est secoué par le peuple, par la révolte du peuple. On a vu par exemple, on est en train de parler d'octobre 88, 36 ans après, la situation est très difficile pour les militants politiques comme vous, pour les militants des droits de l'homme. Mais aussi en 2019, ce système, il a été secoué. Comment il arrive à trouver, si on peut dire, une fois de plus, donc le régime revient encore en force. Pourquoi, d'après vous, Karim Tabou? Il revient en force, c'est très relatif. Qu'est-ce qu'on appelle force? Est-ce que c'est la force par la répression, par l'assujettissement total de la justice, la manipulation de l'administration, la généralisation des pratiques de la corruption? C'est ça qui donne la force. Nous ne voulons pas de cette force. Par contre, la force, il est justement dans la capacité du peuple algérien à se dépasser, à déminer le terrain et à éviter de tomber dans les pièges qui lui sont tendus au quotidien. Vous savez, le pouvoir a puisé de tous les procédés possibles. Souvenons-nous de ces manœuvres qui ont été menées lors des années du Hirak, en essayant de dresser les uns et les autres. On a essayé de jouer sur les considérations qui ont bien montré que le pouvoir était en panne d'idées, en panne de projets, en panne de vision, en panne de possibilités. Lorsque vous arrivez à jouer sur les particularités des régions pour en faire des racismes, pour en faire des moyens pour tenter de diviser les gens, tenter de dresser les uns contre les autres, c'est que le pouvoir est en panne de vision politique, parce que lorsqu'on a une vision politique, lorsqu'on a un programme, lorsqu'on propose des choses, on les défend et on laisse les adversaires s'y opposer parce que nous avons la force pour convaincre, la justesse de ces idées. Mais le pouvoir n'a pas tout cela. Et le pouvoir, il est dans une relation perverse avec nous, avec le peuple, mais également avec l'environnement international. Sur le plan international, le pouvoir a toujours essayé de se placer dans les enjeux internationaux. D'abord, il est avec la gauche, il est avec la droite. Il est avec les républicains, il est avec les démocrates. Il est avec ceux de gauche, il est... Karim Tabou? Je pense que on a perdu Karim Tabou une deuxième fois, malheureusement. Donc, on va essayer donc de régler ça. C'est la connexion.
هذه هي الجزائر كما يقول. Karim Naïtou Slimane, je vais revenir vers vous, bien sûr. Vous avez entendu dans l'élan, bien sûr, cette analyse de Karim Tabou de la situation politique. Quoique les élections du 7 septembre ont démontré donc une rupture du peuple avec le régime, mais pour l'instant, le régime est en train donc de dresser sa feuille de route. Il a même parlé d'un dialogue national. J'aimerais avoir votre lecture par rapport à cette question. Merci pour cette question très très intéressante parce qu'elle me permet de poursuivre l'analyse que j'avais commencée tout à l'heure en rappelant ce que j'avais dit très rapidement, les deux points que j'avais évoqués, c'est-à-dire que d'octobre 88, on retient que l'armée n'hésite pas à tirer contre les Algériens lorsque le pouvoir est menacé. Deuxième chose, depuis octobre 88, en passant par le multipartisme, en passant par la fausse Mossalaha, la concordance nationale, après tout ce qui a suivi par la suite, jusqu'au printemps 2001, jusqu'au Hirak, jusqu'au dialogue de Karim Younes, jusqu'au dialogue qu'ils sont en train d'annoncer, toutes les ouvertures soi-disant que propose ce régime sont en réalité de fausses promesses, de fausses solutions. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on regarde, en partant toujours d'octobre 88, on trouve que l'acteur majeur dans la scène politique algérienne, c'est le haut commandement de l'armée. Ce sont malheureusement les autorités militaires, alors les différents corps, que ce soit parfois les renseignements, que ce soit l'état-major, que ce soit les différents services, ce qu'on appelle la police politique. Voilà. Ce qui constitue la police politique, c'est ce qui régit la vie politique en Algérie. Et donc, ce soi-disant dialogue qui est proposé actuellement aux Algériens, et même tout le mouvement que vous voyez parfois avec certains partis politiques, en réalité ne donnera pas de résultat. Pourquoi ça ne donnera pas de résultat ? Parce que les vrais décideurs ne sont pas impliqués. Le seul dialogue qui aura un sens en Algérie, ça sera le dialogue qui impliquera, et c'est à ça que nous appelons, lorsque nous appelons au dialogue, c'est le dialogue qui impliquera les décideurs. C'est-à-dire qu'il faut savoir jusqu'à quel point les militaires sont prêts à se retirer progressivement de toutes les manières possibles du champ politique. Parce que depuis le putsch de 92, depuis le coup d'État de 92, l'arrêt du processus électoral, depuis ce jour, les Algériens n'ont pas fait de politique. Les Algériens n'ont pas fait de politique, au sens propre, au sens vrai, au sens authentique du terme. Ce que nous voyons donc, sur la scène politique algérienne, hormis quelques, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelques militants, quelques personnalités charismatiques, c'est de l'agitation. C'est une fausse vie politique, c'est un théâtre de marionnettes qui est géré par la police politique. Et dont le but, c'est d'interdire la politique aux Algériens. Et c'est pour ça que nous avons eu le boycott massif, historique, phénoménal des dernières élections. Pourquoi ? Parce que tous les Algériens ont compris actuellement qu'il n'y a pas de vie politique en Algérie. Il n'y a pas de politique. Même les élections qui est supposé être le moment de couronnement de la démocratie est en réalité un moment vidé complètement de son sens. Karim Naïtou Slimane, désolé, je vais vous couper un peu la parole parce qu'on me dit qu'on a le Karim Tabou de retour, on a rétabli donc la communication. Restez avec nous, Karim Naïtou Slimane. Karim Tabou, désolé, on vous a perdu donc une deuxième fois. Vous étiez donc sur l'analyse par rapport à la situation que vit notre pays, mais aussi un régime affaibli, vous étiez en train de dire, et surtout par les dernières élections du 7 septembre dernier. Karim Tabou. Passionnant que de suivre les deux invités, c'est important. Quoique sur le plan de la communication, je vous entendais bien. Donc, je pense que le problème est au niveau de la régie beaucoup plus, parce que moi, j'ai suivi
votre interrogation et puis j'ai suivi également ce qui se passait au niveau de la régie. Bon, c'est un détail. Moi, je voulais dire que sur le plan international, malheureusement, de par le fait que le pouvoir n'a jamais prôné une politique de l'État, n'a jamais considéré que sa démarche devait mettre au cœur de ses intérêts, de son intérêt, les intérêts du peuple algérien, malheureusement, le pouvoir algérien a toujours agi autant que pouvoir. Donc, il cherchait des légitimités, à défaut de les trouver à l'intérieur, il les cherche à l'extérieur. Et pour avoir justement ces légitimités, il a adopté une politique toute simple. Je l'ai dit plusieurs fois dans les débats, il a tout cédé à l'étranger, à l'extérieur, il a voulu tout prendre à l'intérieur. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit des contrats du pétrole, des contrats du gaz, etc., les Algériens, en tout cas, ne sont pas associés, ne sont pas informés, ils ne le savent pas comment se déroulent les choses. Par contre, sur le plan interne, vous voyez très bien que successivement, depuis 88 et bien avant, si ce n'est pas la violence, c'est la supercherie. Si ce n'est pas la supercherie, c'est la manœuvre. Et le tout étant de rester en place. Le pouvoir a une seule finalité de toutes les élections qu'il a tenues, de tous les dialogues qu'il a menés, de toutes, entre parenthèses, les réformes politiques qu'il avait engagées, il avait une seule finalité, assurer le maintien du pouvoir. Et d'ailleurs, la dernière élection, étant le meilleur exemple de la volonté du pouvoir, lorsque vous voyez, même devant ses propres chiffres, il a recouru au regard de tous les Algériens au trafic des élections. Et on a bien compris que finalement, les élections ne concernent pas le pouvoir, ne les voit pas comme étant un devoir envers l'opinion publique, ni un moyen pour laisser s'exprimer la souveraineté populaire. Donc, très clairement, quelqu'un qui ne peut pas avoir une légitimité sur le plan intérieur et qui n'est pas mandaté par son peuple, il lui sera difficile d'avoir la capacité, la force pour avoir une parole entendue à l'extérieur. Je voulais vraiment expliquer que le manque de légitimité à l'intérieur est un grand obstacle à la parole à l'extérieur, mais également la logique du pouvoir qui a pris le dessus sur la logique de l'État a fait que le pouvoir cherche plus de légitimité que les intérêts de la nation, les intérêts du pays. Donc c'était pour répondre à votre question sur les malentendus, les problèmes qui se posent actuellement avec le Mali, dans la région du Sahel, avec la Libye, avec nos voisins de l'Est, nos voisins de l'Ouest, avec l'Espagne, etc. On voit très bien que le manque de vision, le manque de légitimité, l'absence justement de la démocratie qui permettra à tout un chacun de se sentir concerné. Aujourd'hui, les relations internationales ne sont pas seulement le fait de coups de théâtre d'un ministre ou d'un chef d'État. Ce ne sont pas les acrobaties diplomatiques qui font l'événement, mais plutôt les études bien faites par des bureaux d'études, par des instituts, par des centres de recherche qui montrent la voie. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de libérer la parole, la pensée, dans un pays où l'université est complètement éliminée du champ de la parole. Lorsque la classe politique est éliminée, Karim l'a si bien expliqué que ce qui reste en surface, c'est le théâtre. C'est-à-dire, on fait le théâtre pour faire semblant et tout le monde essaye de faire semblant. Et nous nous sommes retrouvés complètement en panne de vision, en panne de démarche. Mais Karim Tabou, vous parlez de théâtre par rapport donc à la scène politique, mais le pouvoir algérien, dont Abdelmadjid Tebboune, parle d'un dialogue national avec les forces vives du pays. Qu'est-ce que vous en pensez de ce dialogue ? Vous savez, moi, j'ai vécu quelques événements, d'abord en qualité de militant, mais également en qualité de responsable politique. Je me souviens, dans son discours le 4 avril 2011,
Bouteflika avait promis des réformes politiques. Il avait nommé une commission qui devait donc mener ces réformes politiques. La commission fut présidée par Abdelkader Ben Salah, secondée par Bourazi et le général Touati. Et il était question de procéder à une réforme politique. Il y a la réforme d'un certain nombre de lois, notamment la loi organique sur les élections, les partis politiques, l'associatif, le code communal, le code wilaya, etc. Et il avait confié la tâche de mener cette concertation avec les partis politiques à Dahou Ould Qabliya, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur. Ironie du sort. C'est-à-dire que des années après, malgré le Irak, malgré tout ce qui s'est passé, eh ben, on ressort du tiroir Dahou Ould Qabliya pour faire le même travail pour lequel Bouteflika l'avait chargé. C'est comprendre que le pouvoir continue, la supercherie continue, la bluff continue, le coup de bluff continue, la manœuvre continue de trouver toutes les astuces possibles pour son maintien. Et finalement, ce qui ressort de tout ça, les responsables des violences en 63, en 1980, en 88, en 92, en 2001 et tout ce qui a suivi, n'ont jamais été inquiétés. Et puis bien au contraire, ils sont là, ils continuent de sévir. Par quoi ? Pas par la légitimité, pas par les mandats qui lui sont confiés par le peuple, mais c'est par la violence, c'est par l'assujettissement total, comme je l'ai dit, de la justice. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas attendre grand-chose d'un pouvoir qui a excellé dans sa manière de manœuvrer, de mener les théâtres dans la finalité, je répète la même chose, dans la seule et unique finalité, s'assurer de son maintien. Très bien. Restez avec nous, Karim Tabou. Docteur Mohamed Lamine Chibane, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc j'aimerais vous demander à vous, donc trois, d'être un peu court dans vos réponses. La question qui a été soulevée par Karim Tabou, bien sûr, la nomination de Dahou Ould Qabliya, 91 ans, donc comme il a été installé par Ahmed Tebboune cette semaine à la Commission nationale de révision des codes communaux et de wilaya. Et il faut rappeler aussi les autres responsables, puisqu'on parle de la jeunesse algérienne, du rôle de cette jeunesse algérienne dans cette Algérie nouvelle. Le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, 79 ans, Saïd Chingriha, le chef d'état-major, 79 ans, Salah Goudjil, le président du Conseil de la Nation, 93 ans, le général Ben Ali, le commandant de la garde républicaine, 94 ans. Qu'est-ce que cette nomination de Dahou Ould Qabliya, 81 ans, nous renseigne de la situation que vit notre pays, docteur Lamine Chibane? Le problème, c'est l'étalage. Bien qu'on se contredit, mais sur le terrain. On a vu des jeunes et des moins jeunes, et c'est la servitude volontaire. Donc, mais est-ce que M. Dahou Ould Qabliya, qui est un fin connaisseur des collectivités locales et qui était ministre délégué, non pas ministre de l'Intérieur, qu'un ministre délégué aux collectivités locales, est-ce qu'il a toute l'attitude en face de ce système? Ça, la question reste posée. Et là, je vous rappelle ce que disait Albert Einstein. La folie, c'est de faire toujours la même chose, qui m'appelle Nicole Karim Tabou, et de s'attendre à des résultats différents. Donc, si c'est pour faire des dialogues à Tam-Tam, les conférences Tam-Tam, à l'africaine, à la Ben Salah, à la Ouyihya, à la Karim Younes, ça, c'est de la perte de temps. Le régime a fait rater au pays l'opportunité historique d'un changement démocratique et pacifique. Il est temps. Je garde espoir. Il est temps qu'il se ressaisisse. Karim Belkacem, le lion des Jebel, disait en 67 redonner au peuple algérien le droit de disposer de son destin pour une démocratie authentique. 3 ans après, il a été assassiné. Donc, moi je dis, de la discussion jaillit la lumière. Le dialogue est le premier pas pour réconcilier les citoyens avec leurs gouvernants. Il y a eu les accords d'Évian, oui, le FLN qui, les Félaga, les terroristes,
d'ailleurs sous crime Belkacem, le grand crime Belkacem. Et il y a eu des accords. Donc, il faut par contre à M. Tebboune des préalables, rétablir la confiance, une bonne volonté politique, réellement trouver des solutions. C'est une opportunité, il doit la saisir. Yani. Alors, ce système Hadaya, comme on le disait, et comme le disait d'ailleurs Lamartine, yani, la différence entre un jardin et le désert, ce n'est pas l'eau. Alors que c'est l'eau, mais c'est les hommes. إذا يلقى الرجال وإذا كانت عنده الإرادة الحقيقية pour sortir le pays de ce marasme, wallahi, on sortira de ce marasme et on rentrera dans l'élection, Inch'Allah, et qu'on nous pluralistes réellement honnêtes et intègres. Et je termine, comme le disait Mouloud Farhoun, et je garde espoir. Mouloud Farhoun, Rabbi Rahmou, le shahid Mouloud Farhoun, je sais que j'appartiens à un peuple digne qui est grand et qui restera grand. Très très bien. Restez à Texas. Barakallahu fik, docteur Mohamed Lamine Chibane. Karim Naïtou Slimane, la question est à vous, bien sûr. Est-ce que on peut garder espoir, comme ça a été dit par notre ami docteur Mohamed Lamine Chibane? Est-ce qu'on a de l'espoir que les choses vont changer en Algérie, ou est-ce qu'on est en train de reproduire les mêmes causes qui ont mené aux événements d'octobre 88? Votre lecture, Karim Naïtou Slimane. Écoutez, lorsqu'on regarde le sinistre spectacle que nous offre ce régime en appelant ou en rappelant ou en repêchant un Ould Qabliya lyophilisé complètement à 91 ans, écoutez, ça donne pas d'espoir. Mais je dis que ça donne pas d'espoir sur l'avenir et le devenir de ce régime. Pas sur l'Algérie. Il y a une nuance très importante à apporter par la suite. Parce que la question qui se pose, c'est est-ce que l'Algérie se débarrassera un jour de ce régime, ou est-ce que ce régime se débarrassera de l'Algérie et des Algériens en les faisant coulant avec lui. Donc, rappeler un Ould Qabliya mourant, c'est un signe d'état de décomposition avancée de ce régime. Absolument. Parce qu'il faut comprendre le contexte dans lequel nous sommes. C'est-à-dire un contexte de crise majeure. Ceux qui sont à l'intérieur du régime connaissent les vrais chiffres du boycott des dernières élections. Et dans cette situation, ils n'ont pas trouvé meilleure personne pour présenter, ne serait-ce que pour faire bonne figure, qu'un Ould Qabliya dont tous les Algériens connaissent l'historique et le passif. Donc, on voit très bien que ce régime n'arrive même pas à tromper les Algériens, à trouver des solutions pour lui-même. Donc, de ce côté-là, de ce régime, je pense qu'il n'y a pas d'espoir. Par contre, du côté de l'opposition, du côté du peuple, il y a de l'espoir, parce que nous avons vu le degré de maturité politique qu'ont atteint les Algériens en boycottant massivement et radicalement les dernières élections de façade, cette mascarade. Donc, de ce côté-là, il y a de l'espoir, parce que le peuple est conscient, connaît les vrais enjeux. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de créer ce rapport de force, au sein de cette force potentielle qui est la rue, qui est le peuple, pour faire bouger des éléments à l'intérieur de ce système qui voudront peut-être, je dis bien peut-être plus tard, aller vers un vrai dialogue. Comme je l'ai dit, le vrai dialogue se fera évidemment avec une opposition authentique, et les figures de l'opposition authentique sont connues, et l'inconnu dans cette équation, évidemment, sont qui sont à l'intérieur de ce système, qui peut être mu par des volontés patriotiques ou je ne sais pas quoi, pourrait peut-être faire un pas positif pour sauvegarder cet État, pour sauvegarder l'Algérie. Parce que actuellement, la folie et l'incompétence du régime est en train d'atteindre. L'État est en train de menacer la pérennité de l'Algérie. Et je vous dis, le contexte
politique internationale est en train de changer. Il y a un ensauvagement sur la scène internationale. Vous voyez bien le conflit, le degré d'intensité des conflits entre les nouvelles puissances, les anciennes comme les États-Unis et l'Union européenne, et les puissances émergentes comme la Chine, l'Inde, la Russie. Et donc, toutes ces tensions, les conflits qu'il y a entre ces grandes plaques tectoniques du monde qui sont en train de bouger vont secouer toute la région tôt ou tard. Et donc, il faut se préparer. Et on ne peut pas faire face à ces défis avec un pouvoir moribond aux figures comme tous les personnages que vous avez cités, avec une gérontocratie, avec un président qui n'a aucun impact, avec un chef d'état-major qui a dépassé lui aussi, je pense qu'il tourne autour de 90 ou 80 et plus en tout cas, un Will Tabliya, un Goudjil à 95 ans. Donc on ne peut pas faire face à ces défis avec des gens qui sont, au sens propre du terme, d'un autre âge. Voilà, donc l'espoir est de ce côté. L'espoir est du côté de ce qu'on peut faire avec peut-être une certaine élite qui est à l'intérieur du régime et une élite authentique, patriotique, qui est dans l'opposition, conjuguée avec la force et la volonté du peuple pour aller vers un véritable changement et un redressement de l'État. Si on ne fait pas ça, malheureusement, on va droit dans le mur. Je vais laisser le mot de la fin à Karim Tabou. Karim Tabou, vous avez entendu l'analyse de Karim Naïtou Slimane. Bien sûr, le monde vit des défis géopolitiques. Le monde est en train de changer. La situation de notre pays est très délicate. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler d'espoir, Karim Tabou? Avant de vous donner la parole, on va écouter un homme qui vous a marqué politiquement. Aït Ahmed, on l'écoute et je reviens à vous. Aujourd'hui, si j'avais à faire un appel, ce serait au pouvoir, aux hommes du pouvoir, de leur dire ne touchez pas à la chair de votre chair. Cette génération-là, elle a un dynamisme extraordinaire. Vous avez pour devoir, vous n'avez pas seulement que des droits sur cette société, pour devoir de permettre à ce dynamisme de s'exprimer d'une manière positive dans le développement du pays. Et cela ne peut se faire que par l'établissement d'une vie politique normale, par le rétablissement des libertés démocratiques. Il faut que cette jeunesse trouve des canaux d'expression, il faut qu'elle se sente responsable, qu'elle participe, et c'est de cette manière qu'elle peut devenir majeure. C'est elle qui doit prendre les rênes du... Karim Tabou, peut-on parler d'espoir, d'un changement peut-être du système de notre pays ou au contraire, des observateurs parlent aussi d'une situation délicate s'il y a continuité des mêmes politiques. Votre réaction, Karim Tabou? Je pense que le débat a été fructueux. Les interventions de Dr Chiban et de Dr Aït Slimane étaient très enrichissantes, percutantes même. Et donc, c'est déjà un signe en lui-même que dans ce pays, il y a quand même des Algériens qui ont des idées, qui regardent l'avenir avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup d'enthousiasme. Et puis également, il y a un autre élément qui renforce cette conviction, c'est le fait de voir que le pouvoir recourt à son personnel, à ce personnel pour avoir nommé Ould Qabliya, le problème n'étant pas dans l'âge, le problème étant dans les conceptions du futur. Et un pouvoir à bout de souffle qui fait appel à un tel personnel est un pouvoir finissant, est un pouvoir qui ne peut pas résister à l'épreuve du temps. Et d'ailleurs, juste une petite correction, autant il est vrai que Ould Qabliya, il connaît bien les collectivités locales pour avoir été ministre délégué aux collectivités locales. Mais dans la définition même de la collectivité locale dans l'ère moderne, nous avons une fausse définition de la collectivité locale chez le pouvoir. Il regarde la collectivité locale comme une instance de distribution de la rente, une extension de l'administration, c'est tout. Or, les collectivités locales dans la modernité, dans la démocratie, c'est d'abord
un instrument de la décentralisation, un instrument de la participation citoyenne. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays du monde, beaucoup de réformes politiques sont liées à la collectivité locale, à la liberté dans l'exercice de la citoyenneté, à la réforme de la fiscalité locale, au développement local. Et on a inventé même un concept, réfléchir global et agir local. C'est-à-dire que la collectivité locale, dans notre définition, c'est une base démocratique. Or, dans la définition du pouvoir, il continue de considérer la collectivité locale comme un poste avancé de garde, comme un poste avancé de surveillance. Tant que dans la tête du régime, une APC, une API est un centre de contrôle, est une tour de contrôle, c'est un poste avancé, c'est la preuve également que le pouvoir actuel n'est pas dans le temps de la modernité. Il est dans le temps du passé. Il est dans les tiroirs des années 70. Donc, ni le chef de l'État, ni celui qui l'a nommé n'ont l'aptitude à réfléchir l'avenir dans la modernité. Donc, très clairement, c'est nous qui allons porter cette modernité. C'est à nous d'assumer notre responsabilité pour sortir le pays du sous-développement, pour le sortir de la bêtise, pour le sortir de ces idées farfelues qui n'ont pas abouti. Et nous avons besoin de penser l'avenir en donnant la possibilité, ce que j'appelle la démocratie, ce que j'appelle la liberté, c'est justement pour quelqu'un comme moi qui est militant, je milite pour que toute cette élite algérienne qui se trouve éparpillée dans le monde trouve le moyen de venir exercer, trouve le moyen de donner à leur pays toute la compétence qu'ils ont acquis dans toutes ces universités, dans tous ces espaces. C'est quoi le rôle de Karim Tabou? C'est quoi le rôle du militant? Le militant est en devoir de mener les combats pour créer les meilleures conditions possibles pour qu'il y ait un meilleur management des compétences, un meilleur climat de travail, un meilleur climat de débat, un meilleur climat qui permet à tout un chacun de se sentir concerné. Il faut redonner la parole aux Algériens pour qu'ils se sentent concernés. Et c'est pour cette raison que, très clairement, moi, je suis très optimiste. J'ai beaucoup d'espoir parce que cette génération, les Algériens qui regardent le monde en live ne peuvent pas se permettre d'aller à contresens de l'histoire. Nous allons devoir agir pour nous mettre en cohérence avec le monde et avec l'avenir. Merci beaucoup, Karim Tabou. Merci pour votre intervention. Karim Tabou, opposant politique, vous étiez avec nous depuis Alger. Merci à Dr Karim Naïtou Slimane, enseignant-chercheur et militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci aussi à Dr Mohamed Lamine Chiban, médecin et militant politique. Il était avec nous depuis Chorfa, le Bouira, par téléphone. On s'excuse, on n'a pas pu avoir M. Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire, qui était prévu dans cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. L'émission Fal Amq avec mon collègue Salim Salhi suivra cette émission. Ya'tikum saha.